C'est bon, hein, c'est bon. Ok. Bon. En direct, 2 minutes. Yeah. Je comprends pas. J'ai pas entendu. Le thème, c'était Webinaire. la La crise des matières premières avicoles. Alors, je crois qu'on est pile à l'heure. Je vais voir le son. On va tester le son. Est-ce que vous m'entendez? Vérifie le son, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc, on est en train de vérifier le son. Ça tombe bien. On dirait. C'est bon. OK. Alors, il est 17h pile. Je suis à l'heure. Donc, bonsoir à tous. Merci de me retrouver sur la page Facebook Boubacar Dansoko. Alors, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour vous parler de la crise des matières premières avicoles. Alors, on est juste 9 d'abord, mais je voudrais bien que ces 9-là m'aident en fait à toucher le maximum de personnes, puisque c'est très important ce que je vais dire, surtout pour ceux qui sont intéressés par le secteur avicole. Ça leur permettra en fait de voir un peu plus clair sur l'investissement qu'ils vont faire. Et peut-être ça les aidera beaucoup dans leur décision s'il faut maintenant investir ou attendre un peu plus tard. Donc, c'est sûr qu'il y a des problèmes et c'est justement sur ça que nous allons débattre aujourd'hui à travers ce thème important. Donc, merci de partager. Je vais en faire autant à partir de ma page et je demanderai en fait à tous ceux qui suivent ce webinaire d'en faire autant, d'essayer de partager, en fait, d'identifier leurs collègues qui sont intéressés par le secteur avicole. Donc là, je vais faire la même chose avec mon téléphone. Rapidement. Merci pour ceux qui sont déjà là, les premiers à arriver. Merci vraiment de me suivre. Je vois beaucoup de vos messages d'encouragement et je suis très satisfait également de tout ce que vous faites, des multiples questions que vous m'envoyez. Je réponds à certaines, à d'autres, j'arrive pas parce que voilà, il y a beaucoup de questions. Mais alors, il ne faut pas que vous vous frustrez du tout. Tôt ou tard, je vais y répondre. Donc, ça vient. Parfois, n'hésitez pas de m'écrire sur WhatsApp parce que c'est particulièrement, c'est là-bas où je suis beaucoup plus fréquent pour répondre. Et voilà, je vais essayer de répondre même à l'occasion de ce webinaire à la fin s'il y a des questions qui ne sont pas d'ordre de cette et qu'on a assez de temps, bien sûr, on pourrait vraiment y répondre. Alors, donc moi, c'est fait. J'ai partagé. J'espère que vous aussi. Alors, j'ai préparé quelque chose pour vous, comme je l'ai dit, sur
à l'entame de ce rendez-vous qu'il y a une crise des matières premières agricoles. Et donc, je compte aborder ce sujet en 3 parties. C'est notamment d'avancer les raisons qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ne vont pas bien. Notamment, vous avez dû le sentir avec le prix élevé des œufs. Mais au fond, il y a d'autres problèmes des défis beaucoup plus importants que certains éleveurs n'arrivent pas à relever et ce qui impacte énormément le prix en fait, de l'œuf. À part le prix de l'œuf, sûrement à un moment donné ou à un autre, vous avez un parent qui est fermier qui a dû vous dire qu'il a du mal à s'approvisionner en matières premières. Et donc, entre nous, éleveurs, on s'appelle de temps à autre pour en discuter et savoir en fait comment on arrive à s'en sortir. Plus vous êtes ancien dans le domaine, sûrement vous avez beaucoup plus de contacts, vous avez beaucoup plus d'expérience pour gérer ce genre de situation. Et ce n'est pas évident pour ceux qui viennent à peine de se lancer et pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Ce n'est pas du tout évident. Alors, on est une vingtaine, ça marche bien. Donc, là, je vais commencer pour ne pas retarder. Donc, comme je le disais à l'entame, c'est les causes de la crise des matières premières dans le secteur agricole. On va dire simplement la crise des matières premières dans le secteur agricole. Comme je l'ai dit, je vais d'abord amener le sujet pour que vous puissiez comprendre, mettre le sujet dans son contexte. On a tous été impactés par cette maladie qui est le COVID-19 et elle continue encore à faire des ravages. Donc, une crise sanitaire sans précédent, c'est du jamais vu, avec son corollaire de conséquences négatives sur la motricité des personnes et des biens. À un moment donné ou à un autre, vous avez suivi que pas mal de compagnies aériennes ne circulent plus. Il y a eu des confinements, plusieurs confinements en France, un premier, un deuxième, là on parle même d'une troisième vague, donc d'un troisième. On a parlé d'un virus qui mute et d'ailleurs dimanche aujourd'hui même une autre décision, par exemple de la France, qui dit complètement que voilà, que toute personne venant des autres pays et que ce n'est pas quelque chose vraiment d'exceptionnel, vraiment ne devrait pas rentrer, qu'une personne devrait rentrer, qu'une personne devrait sortir. Et donc, vous comprenez que les mesures se durcissent encore plus et ça impacte énormément, bien que ça se passe au niveau du continent européen, ça impacte également notre business ici en Guinée. Donc, l'impact, il est élevé sur les activités économiques parce que la Guinée et la France et également l'Europe en général ont des relations commerciales très, très, très étroites. En second lieu, c'est, comme je l'ai dit, la réduction des vols commerciaux, la fermeture des frontières terrestres. En Guinée, au-delà même de la crise sanitaire, vous avez vu avec la crise post-électorale, il y a eu des fermetures de frontières. Des frontières terrestres, maritimes, aériennes, dans certains cas, entre les États, ce qui accentue énormément les difficultés, surtout pour certains secteurs de production qui dépendent du commerce extérieur. La Chine, à un moment donné, s'était bloquée. Tous ceux qui allaient en Chine pour faire des affaires ne pouvaient pas y accéder. En Europe, c'est la même chose et ça ne fait que continuer. Au-delà, nous avons également des entreprises qui sont en faillite. Une partie de l'explication qu'on pourrait donner pour le fait que les œufs soient aussi élevés, le prix des œufs soit aussi élevé et cher, c'est parce que simplement il y a une réduction de la production. Beaucoup ont eu des difficultés pour approvisionner leur poule en aliments de volaille et n'ont pas pu produire. De difficulté en difficulté, ils ont dû passer à autre chose. Donc, c'est-à-dire ils ont revendu leur poule, ce qui fait que la loi de l'offre et de la demande, une offre très réduite par rapport à une demande très élevée, cela se matérialise souvent par une hausse du prix. Donc, beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur agricole, sont allées aujourd'hui en faillite ou ne fonctionnent plus. Ils ont dû arrêter temporairement le temps de trouver une meilleure issue à leurs problèmes. Certaines sont restructurées ou liquidées.
ou tout simplement disparaissent. Et c'est déplorable, mais c'est ce que nous vivons. Donc, le secteur avicole guinéen ne fait pas exception à tout ce que je viens d'énumérer, à ces énormes secousses, particulièrement dans le cadre de l'approvisionnement des matières premières. À un moment donné, nous avons été secoués d'abord par la crise sanitaire, et pour ne rien arranger, la crise post-électorale est venue vraiment abattre certains, carrément. Certains sont sortis carrément du jeu économique. Donc, notre webinaire du jour portera essentiellement sur la crise des matières premières du secteur avicole guinéen en abordant les raisons qui nous ont poussés vers une crise, étaler les multiples conséquences de cette crise sur l'activité économique, sur le prix des œufs, sur en fait, le comportement des entreprises et probablement l'escalade qui va s'en suivre. Donc, pour amener le sujet un peu, c'est ce qu'il y avait à dire et nous allons tout de suite énumérer quelques raisons qui peuvent expliquer aujourd'hui la crise que nous traversons. Alors, les raisons, à travers un écrit au préalable, j'avais dû, à travers un écrit, la dernière fois, j'ai expliqué autant que mal que je peux le fait que le prix des œufs pouvait être expliqué par pas mal de raisons, la hausse du prix des œufs. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va parler d'un aspect qui est très important, c'est les matières premières. Parmi les raisons que j'avais énumérées de la hausse du prix de l'œuf, j'avais énuméré la rareté des matières premières. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur ces matières premières. Alors, le COVID-19, comme je l'ai dit, il est encore en tête. Il a son lot il a un corollaire de restrictions, un accompagnement de restrictions. Partout, vous voyez, c'est la fermeture de frontières, c'est des restrictions de mouvement. C'est des entreprises qui sont obligées de faire du télétravail. On réduit les effectifs des employés, on évite la promiscuité. Donc, tout cela est en train d'impacter. On retarde certaines activités qui concentrent énormément de personnes, etc. Donc, aujourd'hui, le COVID-19 est en tête des multiples raisons qui peuvent expliquer en fait la rareté des matières premières. Et pour donner une explication très palpable, c'est que même au niveau des entreprises européennes, des industries, les industries travaillent peut-être à 20 ou 30% de leur capacité, contrairement à ceux qui, par exemple, en temps normal, s'ils faisaient 100 000 tonnes, aujourd'hui, peut-être ils tournent autour de 20 000 ou de 30 000 tonnes. Alors, une minute, un souci technique. Donc, au-delà du COVID-19, on a un second point qui est une hausse des devises étrangères. Aujourd'hui, pour commander des matières premières avicoles, puisqu'on a des relations avec l'Europe, on a des relations avec la Chine, il faut qu'on convertisse nos monnaies, la monnaie guinéenne, en monnaie étrangère, comme l'euro ou le dollar, pour pouvoir faire des transactions à l'extérieur. Ou même si c'est par exemple dans la sous-région, il faut que ça soit converti en francs CFA. Alors, c'est pour vous dire aujourd'hui que c'est très difficile de convertir aujourd'hui ces monnaies puisque elles ont pris de la valeur, énormément de valeur. Alors, une minute. Elles ont pris énormément de valeur. Et pour donner un exemple palpable, l'euro est passé de 10 600, plutôt l'euro est passé de 9 500, 10 000 plutôt 200 dans le temps, à 10 600, à 11 200 aujourd'hui. Donc, je répète, 10 600 à 11 200, voire 11 400, voire 11 500 francs guinéens pour 1 euro.
c'est une augmentation qui est considérable et qui impacte énormément sur le coût de revient des matières premières. Pour ce qui est du dollar, ce qui était à 9 500, aujourd'hui se retrouve autour de 10 200, voire 10 500 francs guinéens le dollar. Donc, ces hausses vertigineuses de la devise, et c'est en train de continuer à grimper encore. Ça continue à grimper. Et donc, je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais ça impacte énormément sur le business et sur le coût de revient des matières premières. L'exemple le plus palpable, c'est que si quelque chose se retrouvait à 6 000 euros, en changeant c'est-à-dire le fait que la devise grimpe, vous pouvez gagner 1 000 francs ou 2 000 francs sur chaque kilo de plus, simplement parce que la devise a dû augmenter. Un troisième point, c'est un problème qui est crucial, c'est que c'est la récolte de maïs cette année a été très mauvaise. Le rendement a été très mauvais. Et vous savez que le maïs représente 60% des charges de l'aliment. Voilà. Si l'aliment, aujourd'hui, comme je l'ai dit, 60% des charges d'aliment et l'aliment représente 80% des charges de production de l'œuf. Donc, une hausse du prix du maïs implique forcément une hausse du prix de l'aliment. Une hausse du prix de l'aliment implique forcément une hausse du prix de revient de l'œuf. Et donc, si le maïs, la récolte a été très mauvaise en Guinée, aujourd'hui, je crois qu'en janvier, on a fini d'épuiser notre stock de maïs en Guinée. Nous sommes obligés d'aller à l'étranger, donc dans la sous-région, pour nous approvisionner en maïs, soit en Côte d'Ivoire, soit au Mali voisin. Puisque avec les autres pays, les frontières sont fermées, donc on est obligé aujourd'hui de collaborer avec les Ivoiriens ou les Maliens pour pouvoir avoir du maïs. Mais n'oubliez pas que nous n'avons pas les mêmes monnaies et donc par conséquent, il faut convertir encore notre monnaie en francs CFA pour pouvoir acheter le maïs. Donc, ce qui nous revient un peu plus cher puisque le CFA est en train de s'apprécier par rapport à la monnaie guinéenne. Donc, c'est très mauvais pour le business. Et vous voyez, dès le mois de janvier, qu'on est déjà dans une crise, alors que la nouvelle récolte ne se fera que vers juin ou juillet, maximum septembre, octobre. Donc, ça veut dire qu'on est très loin encore de la nouvelle récolte et déjà on est en crise. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ou 3 mois? On ne sait pas. Un quatrième point, c'est la fermeture des frontières de la Guinée avec 3 pays frontaliers, notamment le Sénégal, indirectement la Gambie, la Guinée-Bissau et même la Sierra Leone dans le cadre d'une crise post-électorale. Alors, au-delà de la politique, c'est l'impact économique que je vais dire. L'impact économique, il est crucial, il est important au niveau, nous le ressentons de plein fouet pour différentes raisons. Par exemple, pour ce qui est du toutou de palmis, qui est une denrée disponible en Guinée, l'essentiel des palmiers, c'est-à-dire des fruits du palmier, une partie venait en fait de la Sierra Leone. Le fait que la frontière avec la Sierra Leone est fermée, ça fait qu'aujourd'hui que le toutou de palmis a pris de la valeur. Ceux qui en disposent font une certaine peut-être spéculation. Des produits aussi étaient recherchés au Sénégal, notamment le tourteau d'arachide. À part l'huilerie de Dabola qui en produit ici, malheureusement, ils sont saisonniers. Donc, après la saison de production, si l'huilerie de Dabola n'en avait pas, le tourteau d'arachide, on était obligé d'importer ça du Sénégal. Et donc, à leur tour, puisque la frontière sénégalaise est fermée, on n'arrive pas à s'approvisionner en tourteau d'arachide. Donc, vous êtes obligé de composer votre formule alimentaire avec un autre produit de substitut qui peut être un peu plus élevé. Donc, aujourd'hui, pas de tourteau d'arachide. Il y a même une partie du soja, le tourteau de soja, qui est un produit qui est incorporé à 10% dans l'aliment, qui ne peut pas du tout être qui ne peut pas être disponible puisqu'on s'en approvisionnait aussi au Sénégal. La farine de poisson, qui nous venait également du Sénégal, donc on ne peut pas du tout en avoir. Donc, on est obligé de composer avec ce qui existe ici. Donc, les résidus de poisson, la tête, la queue, les arêtes,
Donc, ce qu'on appelle ici communément le poisson écaille. Donc, on est obligé de composer avec ça. Pour la Gambie, c'est essentiellement également le tourteau d'arachide, donc qui passait par le Sénégal. Donc, la Gambie en produit passe par le Sénégal pour pouvoir amener en Guinée. Donc, tous ces pays nous étaient utiles pour l'approvisionnement en matières premières. Et malheureusement, le fait qu'il y ait cette crise post-électorale et que les frontières soient fermées, aujourd'hui, c'est des ressources dont on ne peut pas compter. En cinquième point, il y a une grève qui s'est déclenchée il y a pas mal de temps en Amérique du Sud autour du maïs et du soja, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine tension pour la fourniture de ces deux produits essentiels pour l'activité. Le soja essentiellement, qui indirectement est utilisé dans des concentrés qui sont importés d'Europe vers la Guinée. Ces concentrés, ce sont des noyaux de matières premières, c'est-à-dire essentiellement des noyaux qui sont reformulés. C'est juste du maïs que vous allez ajouter sur le concentré et vous avez un aliment fini. C'est des produits qui sont essentiellement destinés à des gens qui ne savent pas faire des formulations. Et donc, aujourd'hui, ce produit commence de plus en plus à être cher ou rare même d'ailleurs. On ne peut pas en avoir parce que celui qui fait l'importation de ce produit, c'est pour gagner quelque chose. Mais s'il l'importe et qu'il n'y ait plus de clients pour l'acheter, je crois que ce n'est pas quelque chose qui va continuer. Et donc, le soja aujourd'hui, qui était dans le temps était à 490 €, aujourd'hui se retrouve à 700 €, voire 750 € pour l'avoir. Ce qui est vraiment vertigineux pour un fabricant. Le soja qui est utilisé à 8 à 10% dans la ration alimentaire, si ce produit-là prend une valeur aussi importante, presque 300 € de plus par tonne, c'est énorme. 300 € de plus, c'est à peu près 3 millions sur le prix de la tonne. Un peu plus que 3 millions. Et donc, c'est vraiment inquiétant. Le sixième point, pour expliquer toujours les raisons qui font qu'il y a une crise au niveau des matières premières, c'est le fait qu'il y avait, il y a un temps, et aujourd'hui encore, c'est l'état des routes qui sont pas du tout bonnes, elles sont très mauvaises, l'état des routes. Et donc, ça allonge les délais d'approvisionnement. Même si un produit est disponible, mais le fait qu'un camion fasse une semaine pour pouvoir acheminer un produit va créer en fait son lot de rareté. Même si le produit est disponible, mais le fait que vous attendiez longtemps pour l'avoir, ça va créer la rareté et c'est un bon lit pour ceux qui tentent de spéculer. Parce que quelque chose qui est rare a de la valeur et par conséquent, celui qui veut spéculer, il va rapidement spéculer là-dessus. Il va vendre au plus offrant et ça concourt à augmenter le prix en fait, de la matière première. Donc, essentiellement, c'est ce que j'ai pu relever sur les raisons d'une hausse de la crise des matières premières, mais ce n'est pas seulement, c'est pas exhaustif. Il y a encore d'autres raisons qui peuvent être énumérées et que peut-être je n'ai pas citées ici. Mais je suis sûr que essentiellement, les 6 que je viens de citer rendent notre activité très difficile. Et aujourd'hui, quelqu'un de nouveau qui se lancerait dans le secteur aurait du mal à trouver des matières premières adéquates ou des matières premières bon marché pour son activité. Donc, rapidement, nous allons passer aux conséquences, puisque là, je n'ai fait qu'énumérer les causes. Les conséquences, c'est d'abord un ralentissement de l'activité économique. Les usines sont partiellement fermées avec des confinements. Le télétravail, donc certains ouvriers sont simplement renvoyés ou on arrêt de travail, un congé. Donc, on ne permet même pas qu'ils soient ensemble. C'est-à-dire, dès que celui-ci vient, l'autre part. Et donc, ce qui fait que la production est très, très limite. Donc, quand vous appelez même vos fournisseurs à l'étranger et que vous leur demandez une proforma, avant, le délai, c'était juste peut-être 2 jours. Là, aujourd'hui, il vous faut une semaine pour que quelqu'un vous envoie une proforma.
Et quand vous leur demandez une production de 100 tonnes, ils peuvent vous dire, bon, alors c'est difficile 100 tonnes, on va vous envoyer juste 50 tonnes parce qu'ils ne sont pas en pleine production. Ou si le délai d'approvisionnement était une livraison sur 3 semaines, on vous dit que cette fois-ci, il faut 2 mois pour pouvoir vous livrer. Donc, tout cela s'explique par un ralentissement de l'activité économique. Deuxièmement, c'est les délais de production. Comme je l'ai dit, le délai de production est long, les délais d'expédition sont allongés. Le délai de production, il vous faut aujourd'hui 1 mois pour produire et 1 mois et demi pour livrer. Alors qu'avant, il vous fallait juste 10 jours pour produire et peut-être une livraison en 2 semaines. Donc, au maximum, vous étiez autour d'1 mois. Et aujourd'hui, on est sur un délai de livraison de 2 à 3 mois. Ce qui n'arrange pas, en fait, l'éleveur guinéen, puisque pour d'abord amasser tout cet argent pour commander à l'étranger, ça lui prend du temps. Donc, il a déjà grignoté énormément sur son temps. Et en deuxième position, quand il expédie le montant et qu'il faut qu'il attende encore 2 mois pour recevoir sa marchandise, il est déjà en rupture de stock. Il est déjà en rupture de stock. Et en ce moment, ça impacte énormément sur son business, sur la vie, sur la santé des poules et probablement sur la production des œufs. Les coûts de livraison aussi ont grimpé, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas au maximum. Donc, le peu d'entreprises qui fonctionnent ont élevé leur coût d'expédition. La preuve, j'ai fait une commande de batterie en Chine. Au moment où j'ai fait la commande, c'était avant le COVID-19. Et maintenant que tout est rentré dans l'ordre, j'ai eu des difficultés comme tout le monde. Donc, tout est rentré dans l'ordre. J'ai demandé une expédition. Le coût d'expédition qui était autour de $5 000 par conteneur s'est retrouvé à $11 000 aujourd'hui. Donc, pour livrer le conteneur, il faut $6 000 de plus pour pouvoir livrer le conteneur en quelques mois. Et donc, si vraiment vous n'avez pas une bonne assise financière, vous risquez de ne pas recevoir votre marchandise. Imaginez-vous que ce soit des matières premières pour tout de suite produire votre aliment, vous aurez vraiment d'énormes difficultés. Comme je l'ai dit à l'entame de ce webinaire et essentiellement sur les causes, donc j'avais parlé d'une rareté du maïs. Le maïs est rare et donc c'est une composante essentielle de l'aliment. Je vous ai dit que c'est 60% de la ration alimentaire. Et donc, pour vous expliquer un peu l'augmentation du prix du maïs et probablement l'augmentation du prix de l'aliment et des œufs, le maïs qui était à l'entame de cette année, de l'année passée, c'est-à-dire avant le COVID-19, qui était autour de 3100 francs, aujourd'hui, excusez-moi, qui était autour de 2200 et aujourd'hui autour de 3300, voire 3400. Et il est fort probable qu'il continue à grimper jusqu'à ce qu'il atteigne la barre des 4000 francs guinéens. Et le mois de janvier, le mois de décembre correspondait aux périodes où on avait le prix du maïs le plus faible possible au courant de l'année. Parce que c'était la période de récolte. C'est-à-dire après récolte et que le maïs a été séché, on devait en principe avoir du maïs bon marché. Parce que tout le monde en a, il y a une abondance du produit. Malheureusement, à notre fort étonnement cette année, le maïs n'a pas baissé en dessous de 2750, alors qu'à dans le temps, il pouvait aller jusqu'à 2200, voire 1900 francs le kilo. Aujourd'hui, en janvier, il était en début décembre, fin décembre, il était à 2750. Aujourd'hui, en janvier, il est déjà à 3300 et il continue à grimper. Et l'impact que ça a sur le prix de l'aliment, je vais juste l'expliquer, c'est une hausse de 15% depuis que ça a commencé. Si initialement l'aliment était en temps normal autour de 3000 francs, 3100 francs, aujourd'hui l'aliment est à 3600 francs guinéens. C'est une hausse de 15% par rapport à la période avant, pré-Covid. Par rapport à la période pré-Covid. Et donc, avec une augmentation du prix du maïs qui va aller crescendo, c'est sûr que ça aura encore un impact beaucoup plus douloureux sur le prix de l'aliment volaille.
Donc, le danger, c'est quoi? C'est carrément une rupture sèche de ce produit-là, donc du maïs, dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, Cancan, qui est une zone spéciale où on peut s'approvisionner en matières premières, notamment le maïs, vend essentiellement à partir de l'importation du Mali ou bien de la Côte d'Ivoire, le maïs. Donc, le maïs qui est essentiellement vendu à Cancan vient du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Donc, ces commerçants vont carrément à la frontière ivoiro-malienne pour s'approvisionner. Et c'est un lieu où il y a une concurrence entre nous Guinéens, et les Maliens et les Ivoiriens, qui ont le franc CFA comme monnaie. Et nous sommes obligés de convertir la monnaie guinéenne en franc CFA pour pouvoir acheter ces produits-là. Et donc, le danger, c'est d'avoir une rupture sèche dans 1 mois ou 2 mois où il n'y a plus de maïs, ni pour les Ivoiriens, ni pour nous, Guinéens. Et donc là, c'est la catastrophe, puisque je vous ai dit que 60% de la ration alimentaire, c'est le maïs. Si vous n'avez pas de maïs, vous risquez de vous tirer les cheveux pour pouvoir faire une formule alimentaire. Mais bon, par expérience, on va toujours chercher des alternatives parce qu'il ne faut pas que les poules meurent. Donc, il y a des alternatives, mais qui ne sont pas du tout des alternatives qu'il faut avoir longtemps parce que ça peut détériorer en fait la santé des animaux. Donc, la fermeture des frontières empêchant la diversification des sources de protéines également. Les sources de protéines, on a parlé tantôt du toutou d'arachide, de la disponibilité du toutou de palmiste avec la céradone, de la farine de poisson qui se manifeste sur le marché par soit des prix qui sont non négociables. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, quand un commerçant vous vend une matière première, il dit que ce n'est pas du tout négociable. Vous le prenez ou bien vous le laissez. Et il sait que vous ne trouverez pas autre part. Donc, c'est sûr que vous allez acheter à son prix. Et donc, de spéculation en spéculation, certaines matières premières ont pris des valeurs vraiment vertigineuses. Pour la grève en Amérique du Sud, également pour la grève en Amérique du Sud, ça ralentit juste la production d'intrants essentiels comme le tourteau de soja, qui est un produit qu'on incorpore, comme je l'ai dit, 8 à 10% dans la ration alimentaire. Son prix qui, dans le temps, était à 6 500 francs guinéens, aujourd'hui, il se négocie autour de 9 000, 8 000 à 9 000 francs guinéens le kilo. 6 500 pré-Covid, 9 000 post-Covid et post-crise électorale. Donc, en termes d'euros, 490 pour aujourd'hui, 700 à 750 euros la tonne. L'état des routes, donc il y a eu une nette amélioration par rapport à la saison pluvieuse, mais il y a encore des routes qui ne sont pas du tout praticables. Ça empêche certaines matières premières d'arriver à destination et dans leurs lieux de commercialisation, ce qui fait que certains commerçants spéculateurs, ils vont vraiment à fond pour pouvoir gagner rapidement des sous avant que le produit ne soit là en abondance. Donc, réparer peut-être ces routes, c'est vraiment important pour pouvoir diminuer en fait les spéculations sur certaines matières premières de base. Et également, ça accentue le mauvais état de route, accentue le coût de livraison, les transports. Le transport est très élevé parce qu'ils savent que l'état de route est mauvais, donc ils réclament, eux aussi vont dans des spéculations. Si aujourd'hui, ça se négocie autour de 350 000 entre Conakry et la baie, par exemple, il y a quelque temps, lorsqu'il y avait vraiment la saison pluvieuse, le transport était autour de 400 000, voire 450 000 la tonne. Donc, à peu près, c'est les conséquences que je viens d'énumérer vite fait. Nous allons passer à quelques pistes de solutions. Certaines solutions sont immédiates, donc on peut faire tout de suite. Et d'autres, vraiment, c'est des solutions à long terme, sur un plan un peu plus lointain. Peut-être un plan quinquennal, sur 5 ans, peut-être sur 10 ans. Mais actuellement, nous avons quelques solutions quand même que nous pouvons faire. Et également, les solutions, c'est à plusieurs niveaux. Donc, je pense que l'État a un rôle à jouer.
Les privés, ils ont un rôle à jouer. Les organisations professionnelles ont un rôle aussi à jouer, mais également les banques ou les sociétés de financement. Alors, comme je le disais à plusieurs niveaux, pour ce qui est de l'État, les solutions que je pourrais proposer, c'est que l'État devrait peut-être entamer une politique de relance de l'activité agricole en facilitant ou en soutenant l'importation du stock de matières premières essentielles, notamment le maïs. J'ai énuméré ici le problème du maïs. L'État peut être une garantie pour pouvoir importer ces matières premières du Brésil, d'Amérique du Sud essentiellement, de gros stocks, 25 000 tonnes, 30 000 tonnes, comme le fait aujourd'hui certains pays comme le Sénégal, que je connais bien, où aujourd'hui les gros producteurs, par le concours de l'État, par la garantie de l'État, ils peuvent aujourd'hui commander des tankers de 40 000 tonnes, 45 000 tonnes qui peuvent débarquer chaque 3 mois ou 5 mois ou 6 mois, je dirais, à Dakar. Donc, l'État guinéen aussi peut s'inspirer de ça pour faciliter l'importation de maïs en premier lieu. Je dis bien en premier lieu, pour éviter une rupture sèche. Parce que là, on est en crise, donc pour éviter une rupture sèche. Mais également soutenir les campagnes de production de maïs à l'intérieur même du pays, encourager les privés à s'investir dans le domaine de la production. Vous savez, il y a tellement de projets en Guinée, de projets de financement d'envergure, la Banque mondiale, les institutions. Mais je crois qu'en fait, on investit sur des projets pour 2 ou 3 personnes ou 4 personnes. Et je crois que les autres n'en profitent pas. Peut-être si on investissait sur des projets en fait, qui vont employer 10 000 personnes, 8 000 personnes, 5 000 personnes, là, je crois que c'est des projets qui vont plus nous parler et qui vont concourir vraiment au développement de la Guinée. Vaut mieux financer 10 projets qui vont employer 10 000 personnes, 20 000 personnes, que de financer 2 ou 3 projets qui ne vont financer, en fait, qui ne vont employer que peut-être 100 personnes. Je sais, hein, les institutions également ont des difficultés d'avoir des personnes en qui ils peuvent faire confiance, en qui ils peuvent s'accorder à l'unanimité qu'ils peuvent octroyer cette somme d'argent. Vu aussi l'instabilité politique que nous avons vécue, ils sont très frileux de pouvoir accorder des prêts aussi importants. Mais je crois que c'est nécessaire pour pouvoir changer en fait la morphologie ou la physiologie en fait du secteur agricole. Donc, investir, l'État doit soutenir des campagnes de production de maïs. Je pense que l'engrais, accorder de l'engrais aux agriculteurs, c'est bien et tout, mais je crois qu'il y a d'autres besoins qui sont là. À quoi ça sert de donner de l'engrais si le producteur, c'est avec une houe et une daba qu'il compte produire 10 hectares. Il ne peut pas, avec une houe et une daba, faire 10 hectares. Mais si vous lui donnez une machine agricole, c'est-à-dire un tracteur qui peut cultiver 300 hectares, 400 hectares, là, il y a de fortes chances qu'il puisse, en ce moment, faire quelque chose. Également, former des conducteurs, les prendre, les envoyer quelque part pour les former, ces conducteurs-là. Et après, à partir de ces conducteurs-là, les dispatcher à l'intérieur du pays et pouvoir accorder aux agriculteurs la possibilité de cultiver un espace beaucoup plus vaste que nos 1 hectare ou 2 hectares de maïs. Vous savez, pour faire du maïs, le rendement d'1 hectare de maïs tourne autour de 6 à 9 tonnes à l'hectare. Donc, pour faire si vous faites 10 hectares, quelle est votre possibilité? C'est à peu près 90 tonnes. 9 tonnes fois 10, c'est seulement 90 tonnes. Ça, c'est 2 ou 3 camions. Pour faire vraiment du maïs, il faut des terres. Il faut 300, 500, 1000 hectares pour pouvoir faire une quantité beaucoup plus importante. Et les besoins en maïs, je les ai chiffrés, ça tourne autour de 77 000 tonnes. Les besoins en maïs en Guinée, je les estime autour de 70 000 tonnes. Alors, c'est des chiffres
qui me sont personnelles, puisque je suis producteur d'aliments, je sais à peu près ce que moi j'utilise. J'ai fait juste une extrapolation en fonction du cheptel qui est annoncé en clinique. On tourne autour d'1,8 million, voire 2 millions de poulets, de poules pondeuses. Donc, je me dis qu'en maïs, le besoin pour les poules pondeuses, et aujourd'hui avec le poulet de chair, on peut avoisiner les 80 000 tonnes de besoin. Également, l'État peut alléger les taxes douanières au port, parce qu'aujourd'hui, on importe. Si le soja tourne autour de 700, voire 750 euros, et vous venez avec une taxe douanière aussi élevée, et je vous informe que cette année encore, la taxe douanière a augmenté. Donc, ça impacte énormément sur le prix des matières premières. Et donc, l'État peut, pour soutenir les éleveurs, alléger encore ces taxes douanières-là. Ça va avoir un impact sur le prix du soja, sur le prix du concentré, sur le prix du prémix, tout ce qui vient de l'importation. L'État peut également renforcer les infrastructures de base, comme les voies, les routes, pour permettre le désengorgement des zones de production. C'est sûr que dans certaines parties de la Guinée, il y a une production de maïs, mais ils ne peuvent pas les acheminer dans les zones de consommation parce qu'il n'y a pas une bonne route. Ils sont obligés de le consommer sur place. Ben, si l'État augmentait les efforts pour favoriser la construction de routes, pour désengorger en fait les zones de production vers les zones de commercialisation. Également, les délais, rendre les délais plus courts, voir dans les délais les plus courts comment ouvrir les frontières. Parce que quoi que l'on en dise, alors je ne veux pas faire le bon samaritain ou les États, c'est les États, mais je crois que les pays frontaliers à nous, nous avons des relations économiques qui étaient très fortes et c'est en train d'impacter en fait, les populations sur le panier de la ménagère. Et donc, j'inviterai en fait, aux autorités à revoir très rapidement une solution pour pouvoir ouvrir les frontières et pour que ces activités économiques la reprennent. On ne rentre pas en politique, mais sincèrement, je pense que ça serait un gros soulagement pour nous, fermiers. Ensuite, une maîtrise de la monnaie guinéenne. Je crois que l'État a du boulot sur la monnaie guinéenne pour qu'elle s'apprécie un peu plus par rapport aux autres monnaies, puisque nous constatons tous depuis quelques années, vraiment, il y a un relâchement total et que la monnaie guinéenne ne fait que se déprécier par rapport aux autres monnaies. J'ai donné l'exemple du dollar et de l'euro, mais je donne également l'exemple du CFA qui se négocie autour de 18,2 voire 18,3 pour un franc CFA pour 18,3 francs guinéens. Donc, entre autres, pour l'État, c'est quelques pistes de solutions que je leur propose. Certaines solutions sont immédiates, comme notamment l'importation, et d'autres, c'est sur le long terme. Au privé. Donc, il y a des opportunités pour eux d'investir sur le secteur agricole. Alors, tout le monde ne va pas devenir fermier à la longue. Mais je pense que l'avantage que certains pays ont par rapport à nous, Guinéens, c'est la mentalité entrepreneuriale. Ce n'est pas parce que mon frère fait l'élevage de poules pondeuses et que ça marche super bien que je dois venir moi aussi faire une ferme et que c'est ça ma destinée. Non. Ben, regardez en amont, il a besoin de quoi pour pouvoir produire. C'est là même que naît, c'est l'essentiel même de l'entrepreneuriat. C'est de voir là où l'autre est en train de buter ou a des difficultés, lui trouver tout de suite une solution. Entreprendre, c'est quoi? C'est de trouver une solution. Donc, si votre frère, que je suis, vient d'énumérer qu'il a un problème avec le maïs, bah, aux entrepreneurs, merci d'importer du maïs pour nous, si vous en avez les moyens. Aux banques, si vous en avez les moyens, merci de nous aider à trouver du maïs. Bah, si moi, fermier, je fais tout, je suis producteur, monsieur, je suis producteur, c'est bon, producteur avicole, je suis de consommation, de poulet de chair, j'ai un abattoir, j'ai une, comment on appelle, j'ai une usine d'aliments, j'ai un couvoir, etc., etc., etc. Et si maintenant encore, il faut que j'importe du maïs,
c'est quelque chose qui fait trop. Ben, si quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le secteur veut importer du maïs et en faire son business, mais pourquoi pas? Donc, c'est des opportunités à saisir pour vous, businessman. Et ça rapporte bien. Je viens de l'expliquer que le prix du maïs qui était autour de 2200 s'est retrouvé à 3600. Bah, dans une période, à un moment ou à un moment donné, il y aura une crise qui sera là. Et bien, si vous amenez votre maïs en ce moment, vous êtes le plus heureux. Donc, sur la culture du maïs, donc, les besoins sont très élevés, 70 000 tonnes par an, 70 000 à 80 000 tonnes par an. Pourquoi pas importer? Pourquoi pas importer? Alors, pour le soja également, ça c'est sur un projet à long terme, c'est de faire la culture du soja. Ça marche bien dans certains pays africains, même le Mali voisin en produit, mais également au Togo. Nous produisons du tourteau de soja. Pourquoi ne pas aujourd'hui produire du soja et après, à partir du soja, extraire l'huile et du... Également, les opportunités de saisir l'occasion de combler des gaps par l'importation ou par la production de céréales. Le blé, c'est un bon substitut pour le maïs. On peut le produire sur place. D'autres céréales encore, le soja. Non, le soja pour la protéine. Par exemple, faire également l'élevage de poissons pour la protéine. Parce que la protéine, ce n'est pas seulement les humains qui la consomment, mais également les poules en ont besoin. Des opportunités de mettre en valeur nos produits locaux, mais également, il faut saisir cette occasion au moment où nous souffrons de la fermeture des frontières avec les autres pays, nous pouvons également mettre en valeur nos produits locaux. Donc, rechercher le niébé, c'est un produit qu'on peut utiliser dans l'élevage, parce que c'est une source de protéines. Le riz, c'est une source de protéines qu'on peut exploiter. Le tourteau de palmiste avec nos palmiers, c'est une source de protéines. Le tourteau d'arachide, si on cultive de l'arachide, installer des huileries de transformation, des unités de transformation pour mettre en valeur les produits locaux que nous produisons ici sur place. Mais il faudrait qu'il y ait des investisseurs qui viennent avec des moyens. Et je ne parle pas d'investisseurs à l'étranger, mais je parle d'investisseurs guinéens. Donc, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans des pays où ils gagnent suffisamment d'argent, ils ne savent pas quoi faire, ce n'est pas forcément l'élevage qu'il faut faire. Ce n'est pas le seul secteur qui marche. Regardez ce que l'éleveur a besoin. Ben, mettez-vous à côté. Une unité de transformation de l'arachide en huile. Vous vendez l'huile, mais à côté, vous vendez le tourteau. Une unité de transformation. Une unité plutôt d'élevage de poissons pour la protéine, etc. etc. Donc, c'est des pistes de solutions qui sont vraiment très larges que beaucoup peuvent faire. Je pense que l'entrepreneuriat débute toujours comme ça. C'est d'observer, de voir un problème et de trouver une solution pour tout le monde. Donc, ça, c'était pour les privés. Donc, pour les organisations professionnelles, il faut inviter les géants du secteur à plus de dialogue. Vous savez, chaque secteur a son géant, ses géants, je dirais. Et il y a un certain amour-propre qui est là, un certain égoïsme, un certain manque d'humilité parfois, qui font que ceux qui s'en sortent pas mal refusent de se réunir pour pouvoir discuter de leurs problèmes. Et ils attendent qu'il y ait la catastrophe pour vraiment s'asseoir. Donc, c'est l'occasion pour moi, c'est une tribune pour moi pour inviter en fait tous les éleveurs à se réunir et discuter de leurs problèmes, de trouver d'abord une solution à eux avant d'appeler de l'aide. Donc, inviter les gens du secteur à plus de dialogue pour conjuguer leurs efforts dans la résolution de cette crise actuelle et à trouver des solutions plus pérennes. Renforcer les capacités des groupes associatifs. Nous avons plusieurs groupes représentants, groupements d'éleveurs. Il faut vraiment renforcer leurs capacités pour les rendre plus dynamiques, plus autonomes et plus proactifs. Résoudre les vrais problèmes du secteur au lieu de trouver des problèmes de leadership et consorts. Donc, régler le problème de l'approvisionnement, la formation des acteurs de la filière, renforcer la capacité des acteurs.
Donc, entamer des dialogues francs et constructifs avec les organisations paysannes également, de productrices de céréales. Les organisations qui produisent le maïs sont en groupement. Donc, les producteurs d'œufs peuvent rencontrer les producteurs de maïs pour discuter probablement de la nouvelle campagne, de la suite. Peut-être s'il y a même un besoin de financement préalable, ben, qu'on essaye de financer pour qu'on se rassure quand même que la production locale est là. Mais tout cela passe par une supervision de l'État, encore une fois. Il faut que l'État impulse ce dialogue franc-là et renforce la garantie qu'on aboutisse à un résultat probant. Donc, à part les organisations professionnelles, enfin, je parle des banques ou des sociétés de financement qui ont un rôle important à jouer. Parce qu'aujourd'hui, pour importer du maïs, si on vous parle de 3000 tonnes, il vous faut un montant de 4 à 5 milliards de francs guinéens pour pouvoir importer 3000 tonnes. Donc, si ce n'est pas l'État, si ce n'est pas des privés qui ont une certaine manne financière, il faudrait que ce soit les banques qui financent. Je crois que les banques, dans des projets aussi sérieux, ne devraient pas rester en marge ou en arrière-plan. Elles devraient plutôt faciliter l'obtention de crédit à un taux abordable, puisque quoi qu'il en ait eu, c'est sûr qu'ils vont récupérer leurs sous, puisque il y a des consommateurs, de vrais consommateurs qui sont là, donc il y a la garantie de consommation. Donc, aux structures désireuses de s'investir dans la culture des intrants du secteur. Alors, quand vous avez besoin également de produits, vous voulez acheter des terres, 300, 400 hectares, 500 hectares pour produire du maïs, il faudrait que les banques également facilitent l'obtention de crédit pour ce genre de projet-là. C'est leur moyen à eux de soutenir notre activité et c'est leur moyen à eux de soutenir le développement de la Guinée. Permettre également des solutions de crédit pour garantir l'importation. Parce que 70 000 tonnes, tout ça, du jour au lendemain, par un claquement de doigts, ne peut pas se cultiver ici en Guinée. Il faut d'abord qu'on aille sur une production, sur une importation, en compagnie d'une production locale. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que les banques ont un rôle important à jouer, les sociétés de financement ont un rôle important à jouer. Alors, au-delà de tout ce qui a été énuméré, beaucoup s'insurgent ou s'étonnent de voir le coût élevé, ou le coût de revient élevé, ou le coût de vente élevé, en fait, de l'œuf. Sur ma page, j'ai énuméré pas mal de facteurs, mais particulièrement sur le premier facteur qui constitue ici la crise des matières premières, vous avez vu tout ce qui a pu être dit. Considérez que tous les autres points ont encore leur corollaire négatif, leur impact négatif, qui font qu'aujourd'hui, le prix de l'œuf se négocie entre 35 000 et 40 000 francs guinéens. Et si le maïs continue à grimper comme ça, sans qu'il n'y ait de solution, c'est le nombre d'éleveurs qui va diminuer, c'est la quantité de production qui va diminuer par rapport à une demande aussi importante. Vous êtes sûr d'avoir un prix de l'œuf qui sera extrêmement élevé. D'ailleurs, les revendeurs vendent l'œuf à 2000 francs, ce qui était avant à 1200 francs, 1200, 1250 les deux. Aujourd'hui, on vous vend un seul œuf à 2000 francs. Donc, si vous prenez une plaquette d'œufs, c'est 30 œufs. Si on vous vend un œuf à 2000 francs, c'est comme si le prix de l'alvéole était à 60 000 francs pour le consommateur final. Et ça risque de grimper encore si rien n'est fait. Donc, encore une fois, c'est le mot de la fin pour particulièrement mon exposé, c'est d'inviter tous les acteurs, commencer par l'État, commencer par les privés, passer par les organisations professionnelles, les banques, mais également nous, acteurs de la filière, qu'on se donne la main et qu'on trouve rapidement une solution pour assurer aux pauvres populations guinéennes une nourriture de qualité à un bon prix. Tout le temps, on parle de panier de la ménagère, mais je ne pense pas que la ménagère arrive à sentir que ça change, que son quotidien est en train de changer. Mais pour changer son quotidien, il faut des actes forts
mais il faut également des actes concrets. Et pour que ces actes soient concrets, je donne aujourd'hui une opportunité aux membres du gouvernement, aux autorités, de saisir une occasion pour montrer aux populations qu'ils sont vraiment avec eux. Permettez-nous d'avoir du maïs bon marché. Tout de suite, le prix de l'œuf va baisser. Mais quand un entrepreneur, il a peur de ce qui va se passer le lendemain, c'est sûr qu'il va aller sur une spéculation. Ce n'est pas de notre gré si le prix est si élevé. Personne ne se réjouit de cette situation. Mais vu ce que je viens d'énumérer, nous avons d'énormes difficultés aujourd'hui pour produire. Aidez-nous. Merci beaucoup. Et donc, nous allons rentrer dans la seconde phase de ce webinaire qui portera essentiellement sur les questions éventuelles. Alors, donc, je vais sur la page. Donc, je vais vous suivre également. Bien, il y a eu à peu près une quinzaine de commentaires. Alors, tout à l'heure, je ne vous suivais pas. Je vais vous suivre. Alors, il y a M. Elom qui a demandé comment pallier à cette crise. Ben, je crois que j'ai donné quelques pistes de solutions. Alors, je crois que tu vois. Alors, je vais juste réduire. Permettez-moi. Un souci technique. Voilà. Donc, M. Elom avait comment pallier à cette crise. Je crois que j'ai donné quelques pistes de solutions. J'ai dit que c'est à plusieurs niveaux. Certaines solutions sont immédiates. D'autres, c'est un peu sur le long terme pour que cette situation ne se répète pas. Donc, je vous enverrai le document si vous le désirez. Donc, Aminata Naïté, la fermeture des frontières impacte énormément sur les activités. Tout à fait. Donc, excellente intervention, Boubacar, merci. Vous avez touché tous les aspects qui jouent sur l'augmentation du prix dans ce secteur, même si c'est une tendance mondiale avec les raisons que vous avez évoquées. Celles qui sont particulières à la Guinée sont l'augmentation des devises qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans et la fermeture des frontières, et c'est dommage de voir que certains s'en réjouissent. C'est mal connaître les effets pervers d'une telle décision. Ah oui, alors les effets pervers, nous allons tous le sentir si rien n'est fait. Ça, désolé du terme s'il est très mal placé, mais nous allons sentir cela parce que si le prix de l'œuf est élevé, ça peut avoir des impacts, ou le prix de l'aliment est élevé, ça peut avoir des impacts sur d'autres produits. Parce que si on boude l'œuf, on va chercher forcément à acheter une autre matière première, une autre source de protéines, et ça va accentuer la demande sur ce produit. Et tout de suite, ce produit également, il va être très élevé. Là, personnellement, je vous dis chapeau, ok, merci. La jeunesse guinéenne doit avoir des références, merci. Ces exemples ne doivent pas se limiter qu'au secteur de la presse, mais doivent s'accentuer sur l'entrepreneuriat. Ce webinaire devrait être suivi par une majorité guinéenne, surtout les jeunes. Bon, je vais lire après, plus tard. C'est essentiellement si vous avez des questions. Que les autorités puissent s'approprier de cette vidéo. Ok, merci. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Hein. Je suis prêt à répondre, à échanger avec vous, même si ce n'est pas des questions essentiellement qui touchent quand même le thème du jour. Donc, s'il vous plaît, est-ce que votre structure accompagne les jeunes de la diaspora qui veulent investir dans l'élevage, vu qu'on ne peut pas être sur place tout le temps? Monsieur Sidi Moustapha Ba, oui, essentiellement, c'est ce que nous faisons. Nous accompagnons ceux qui veulent investir. Mais comme je l'ai dit ici, ce n'est pas essentiellement investir. Tout le monde doit s'investir dans l'élevage. À un moment donné, ça sera saturé. Mais regardez le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, je véhicule essentiellement beaucoup des problèmes que nous rencontrons. Ce serait une bonne occasion pour certains d'aller en amont ou d'aller en aval. Aller en amont, c'est de regarder. Il est 10 heures. Aller en amont, c'est d'aller vers les problèmes. C'est d'aller vers les problèmes.
que les éleveurs rencontrent pour les régler. L'approvisionnement en matières premières, la fabrication d'aliments, la production de poussins, etc., etc. Ce n'est pas essentiellement dire que je vais produire des œufs parce que tel a produit des œufs. Donc, il y a d'autres problèmes en amont. En aval aussi, vous avez une possibilité, c'est de commercialiser les œufs produits, c'est de commercialiser la viande de volaille qui a été produite, c'est de nous mettre en contact, c'est d'exporter. Il y a une possibilité d'exportation. Donc, il y a d'énormes opportunités qui sont là, qui ne sont pas forcément d'être éleveur comme moi. Peut-être ce que je fais, ça vous plaît bien, mais regardez ce qu'il y a autour de moi. Comment vous pourriez m'aider pour que je puisse développer mon activité? C'est quelque chose qui va permettre, en fait, aux ressources d'être mieux distribuées. Sinon, tout sera concentré sur une même activité et finalement, personne ne va s'en sortir. Donc, pour répondre à votre question, j'ai juste fait une extrapolation. Je serais très ravi de pouvoir vous conseiller sur mon WhatsApp ou sur... après, vous prendrez mon contact. Je serai très ravi de pouvoir vous conseiller là-dessus. Lamara Naba, sur le risque d'une rupture sèche du maïs avant la prochaine récolte, surtout en septembre, vous avez fait allusion à certaines alternatives. Parlez-nous-en. Justement. Donc, Lamara Naba, je suis formulateur d'aliments. C'est mon activité. Aujourd'hui, si je suis confronté à un problème comme celui-ci, c'est-à-dire où je n'ai plus de maïs du tout, je serai dans l'obligation de modifier ma formule alimentaire. Comment la modifier? Le maïs, c'est un céréale. C'est une source d'énergie pour la poule. Mais il y a d'autres matières premières, d'autres céréales qui peuvent remplacer le maïs, comme le blé. Seulement, le blé, il n'est pas très digeste pour la poule. Mais le blé, un peu de blé peut diminuer en fait la consommation de maïs. C'est sûr que vous n'allez pas faire une formule essentiellement avec du blé, mais vous pouvez réduire la consommation de maïs à travers le blé. Parce que la valeur énergétique du blé représente 75% de la valeur énergétique du maïs. Je répète, la valeur énergétique du blé représente 75% de la valeur énergétique du maïs. Donc, par conséquent, vous pouvez substituer une partie de votre consommation en maïs en blé. Au-delà du blé, vous avez le son de blé également, qui est un produit aussi qui est disponible puisque nous avons beaucoup de meuniers, nous avons beaucoup de moulins disponibles. Donc, le son de blé également peut être une source d'énergie au-delà d'être une source de protéines, qui peut être une solution. Au-delà également du maïs, vous avez une source d'énergie qui est l'huile de palme. Mais ça risque d'être coûteux pour votre formule alimentaire. Mais l'huile de palme également est une source d'énergie qui peut se substituer également au maïs. Donc, essentiellement, M. Ba, je pouvais vous dire que si vous n'avez pas de maïs ou si vous avez votre stock de maïs qui est réduit, essayez d'investir ou de vous approvisionner en blé entier, en sonde de blé et en huile de palme. Et il y a une formule alimentaire qui peut aller avec ça et qui peut régler une partie du problème. Mais il ne faut pas que ce soit une solution pérenne. Il faut que ce soit une solution peut-être au maximum d'urgence, juste pour 2 semaines, juste pour 1 semaine, le temps que vous trouviez du maïs. Mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution tout de suite là. Ce n'est pas une solution qu'il faut garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec vos poules. Surtout au niveau de la digestibilité. Mamadoula Bosso est sur le poulet de chair qui n'est pas trop élargi en Guinée. Bah, le poulet de chair, c'est une poule qui, excusez-moi, le poulet de chair, c'est un animal qui consomme un peu plus de maïs que la poule pondeuse. Le poulet de chair, c'est 3,5 kg en à peu près 35 jours. La poule pondeuse, c'est 7 kg
en à peu près 4 mois, 2 semaines. Donc, vous voyez que le poulet de chair consomme un peu plus. Et si le poulet de chair était développé ici en Guinée, il y a longtemps qu'on aurait eu une crise de maïs. Heureusement que nous avons des pondeuses. Bien sûr, l'activité du poulet de chair est en train de se développer, c'est que j'applaudis, mais il faut essentiellement du maïs pour pouvoir soutenir une telle productivité. Adama Diallo, qui est le président ou le représentant des éleveurs de Guinée? Alors, monsieur Diallo, c'est Adama Diallo. Alors, Adama, parfois, c'est féminin, masculin. D'accord. Je vais dire Adama Diallo, il y en a plusieurs. Nous avons beaucoup d'associations. Donc, nous avons des organisations professionnelles, UNAG, Union nationale des agriculteurs de Guinée. Nous avons l'ANAVIC, Association nationale des agriculteurs de Guinée. Nous avons la CONASEG. Nous avons l'APVG, donc l'Association des producteurs de volailles en Guinée, donc essentiellement axée sur le poulet de chair. Et nous avons pas mal d'associations. Donc, il n'y a pas un président pour tous les éleveurs, mais je dirais plutôt plusieurs groupements, plusieurs associations. Alors, je crois qu'essentiellement, les questions ont été répondues. Ben, s'il y en a d'autres. Alors, oui, Monsieur Barry, hein, il est maintes fois, il m'interroge. La première fois, il était à 30 millions pour faire une ferme. Là, il dit 60 millions. Alors, je vais répondre à cette question. Il n'y a pas un montant fixe pour dire je vais commencer une ferme avicole. Tout dépend de la dimension de la ferme. Si c'est pour juste élever 100 poussins, Monsieur Barry, 60 millions est de trop. Si vous voulez investir sur 1000 poussins, 60 millions est peu. Donc, tout dépend réellement du nombre de poules et de la dimension de la ferme que vous voulez faire. Il y a des solutions de construction de poulailler avec du bois, seulement du bois, entièrement du bois, avec des grillages qui ne sont pas aussi sophistiqués ou coûteux comme nous les connaissons. Donc, tout dépend réellement de la dimension de la ferme que vous voulez faire. 60 millions pour faire une ferme, je vous dirais que c'est possible. 60 millions pour faire une ferme de 1000 sujets, je dis que non, c'est insuffisant. Parce que une poule pondeuse prête à pondre vaut aujourd'hui autour de 75 000 francs guinéens. Donc, le prix de la poule, c'est-à-dire l'achat du poussin et leur nourriture, leur vaccination, jusqu'à ce qu'elle soit prête à pondre, vaut 75 000 francs guinéens. Donc, pour 1000 sujets, vous avez besoin de 75 millions, M. Barry. Donc, 60 millions ne peut pas élever ne peut pas élever 1000 poussins. Mais par contre, si vous revoyez votre effectif et si vous ne voulez pas faire quelque chose d'aussi imposant qu'une ferme moderne, oui, 60 millions serait un bon début pour vous. Donc, concrètement, c'est ce que je pouvais répondre sur votre question. Et j'organise une formation le 1er mars, à partir du 1er mars, sur la poule pondeuse et le poulet de chair, pour tous ceux qui sont intéressés sur le secteur agricole, sur les besoins des éleveurs, sur le comportement que devrait avoir un éleveur. Merci de vous inscrire. Vous allez vous dire que c'est coûteux. 200 $, c'est coûteux. Mais je vous assure que 200 $, vous économiserez 100 millions ou 200 millions. Beaucoup se sont lancés à l'aveugle. Ils ont fermé les yeux, ils ont fait un projet avicole et après, ils se sont cassés la tête. Il y a plein de témoignages. À longueur de journée, j'en rencontre. Donc, donner 200 $ pour pouvoir épargner 100 millions ou 200 millions, je crois que le choix est vite fait. Alors, le lien de la formation, je viens de vous l'envoyer pour vous inscrire en commentaire. Donc, merci de vous inscrire. Si vous êtes intéressé, on va vous rappeler
pour vous expliquer le procédé, le programme. Alors, M. Diallo Boubacar, pour acheter par exemple 100 hectares de terre, il faut voir avec l'État. Alors, je ne sais pas, M. Diallo, je ne vais pas vous dire des bêtises ici devant la caméra, mais je suis sûr que pour acheter moins, puisque j'achète moins, je n'ai pas acheté encore 100 hectares quelque part, mais pour acheter moins, il y a bien sûr des documents qu'on vous demande, des documents que vous allez demander à celui qui vous vend pour que vous puissiez vous rassurer que c'est lui le propriétaire. Après, vous demandez un titre foncier, qu'on fasse un titre foncier. Maintenant, je crois que l'État favorise certains acteurs économiques en leur octroyant à travers un bail des terres et pour faire une usine, une unité industrielle ou pour faire une activité agricole. Je pense que là, il faut se rapprocher de la structure de l'État pour mieux comprendre. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, M. Diallo, donc je ne sais pas. Mais ce que je sais, pour des superficies moins importantes que les 100 hectares, on peut passer soit par le notaire ou soit par la voie légale pour pouvoir obtenir tous les papiers. Alors, monsieur Labrosso, oui, la formation, elle est en ligne. La formation du 1er mars, elle est en ligne et elle se tiendra comme ça. Bien sûr, je serai au tableau parce que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. L'activité essentiellement des indicateurs. Voilà. Donc, bientôt, ça tire vers la fin. Donc, je vais répondre rapidement à quelques questions puisque bientôt, on est dans le temps, on est rattrapé par le temps. Monsieur Sow Tcherno Majou, c'est combien pour le bâtiment de 2000 pondeuses de manière traditionnelle et en batterie A? Alors, monsieur Sow, je ne pourrais pas vous répondre là parce que moi, je ne fais pas, je vais faire un business plan pour ça. Je dois faire un business plan pour ça, pour me rassurer que je ne vous dis pas des bêtises. Mais comprenez aujourd'hui que 280 000 mètres carrés, le mètre carré aujourd'hui tourne autour de 280 000 à 300 000 mètres carrés. Le mètre carré. Pour accueillir 2000 pondeuses, vous avez besoin à peu près de 400 mètres carrés. Donc, vous allez vous-même faire le calcul. Monsieur Sow, parce que moi, je ne suis pas en Guinée. Monsieur Sow, ne vous inquiétez pas, les formations se tiendront en ligne et j'ai beaucoup d'élèves beaucoup d'étudiants, je dirais, qui ont suivi ces formations-là en ligne. Antoine et Ouman, bonsoir frère. Quelles sont les facilités d'acquisition de location de grandes superficies pour la culture du maïs ou du soja? Et quelles sont les zones propices pour la culture du maïs et du soja? Alors, je pense que M. Antoine et Ouman, on est pris un peu par le temps. Je crois qu'en inbox, on va essayer de discuter de tout ça. Les conditions d'acquisition, comme je l'ai dit, pour des superficies aussi importantes, je ne peux pas trop me prononcer puisque moi-même, je n'ai pas fait cet achat. Mais je sais que pour des superficies moins importantes, je n'ai pas eu de problème. Donc, en privé, j'essaierai de vous répondre. Après avoir demandé, bien sûr. Je ne connais pas tout. Donc, Gustave Arnaud, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ouf, pardon, il a écrit une lettre là. Comment vous allez? J'ai décidé d'écrire ce message pour témoigner des bienfaits du gros. Ah, putain. Excusez-moi, hein, du gros mot. Il me parle de marabout. OK. Donc, concrètement, le rôle de l'État, M. Sako, je viens de l'énumérer. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Concrètement, il faut que l'État garantisse, nous aide à garantir au niveau des banques, nous aide à prendre des garanties pour pouvoir importer du maïs là tout de suite. Parce que là, il y aura une crise. On a une crise en vue. On ne va pas attendre que la crise vienne pour pouvoir maintenant taper à des portes. Mais je crois que l'État a ce moyen-là de garantir l'approvisionnement en maïs. Deuxièmement, qu'il facilite l'obtention de terres pour des investisseurs qui souhaitent évoluer dans le secteur de la culture du maïs, puisque le maïs représente 60% de la ration. Je pense que l'État a ce rôle-là à jouer. Au Sénégal, ça se fait. L'État aide en fait, les gros à importer du maïs et à faciliter en fait, la consommation, la distribution du maïs. Donc, je pense que l'État peut aider aujourd'hui essentiellement là-dessus. Sinon, c'est difficile pour nous de subir tout ça et de ne pas pouvoir vendre un prix élevé pour les produits que nous produisons.
comme les œufs ou la viande de volaille. Pour importer du maïs, il faut minimum combien de tonnes? Ah, M. Boubacar, Diallo Boubacar, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut des péniches et le minimum, je crois, c'est 1000 tonnes. Et donc, il faut quand même au moins 2 milliards pour pouvoir entamer des projets similaires. Alors, merci beaucoup à tous. Alors, ce webinaire prend fin comme ça, mais continuez à m'écrire sur ma page. On va essayer de discuter de tout ça en privé. Sur ma page, dès que vous m'écrivez, on vous donne mon numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez également m'écrire sur WhatsApp. Et je rappelle que la formation sur la poule pondeuse et le poulet de chair se tiendra le 1er mars. Elle est très intéressante. Elle coûte $200. Ce n'est pas petit, mais ce n'est pas également élevé par rapport aux besoins, par rapport à l'activité où vous allez vous lancer. Et donc, vous ressortirez avec vraiment des outils nécessaires pour pouvoir aller en toute sécurité investir votre argent. Vous n'allez pas épargner des années et venir claquer tout cet argent-là à travers une activité que vous ne maîtrisez pas. Donc, autant se former. La formation est essentielle. Merci beaucoup à tous. Donc, Monsieur Moustapha Ba, la dernière question, est-ce qu'on fait l'importation de matériel avicole? Non, on n'importe pas de matériel avicole, ma structure, mais je connais une structure qui est sœur à nous, qui le fait, donc je vous mettrai en contact. Merci beaucoup à tous, merci de m'avoir suivi, d'avoir pris de votre temps pour me suivre et à bientôt, à la prochaine.